Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme pour la semaine prochaine. La semaine qui vient de se terminer a été marquée par une nouvelle fois l'action et en tout cas les attentes autour des banques centrales. Pas mal de choses à dire encore de ce côté-là, avec des nouveaux records sur les marchés américains notamment, avec des valeurs qui ne cessent de grimper, qui soulèvent de plus en plus de questions sur un surachat sectoriel, notamment sur l'intelligence artificielle, avec des multiples qui s'accroissent, avec des verticalités sur certains cours comme Meta, comme Nvidia, comme le secteur globalement de semi-conducteurs, et puis des interventions, et puis un rapport sur l'emploi en fin de semaine sur lequel nous allons revenir. Donc on va déjà commencer par toute la partie banque centrale. On a donc eu la réunion de la Banque Centrale Européenne cette semaine, c'était donc hier. Là, nous sommes vendredi au moment où j'enregistre ce podcast, il est aux alentours de 17h. La réunion de la BCE, donc hier, a ouvert la voie à une première baisse de taux en juin. Christine Lagarde, qui de manière très explicite a expliqué que la BCE aurait beaucoup plus de données d'ici le mois de juin. Et donc, elle a bien cité le mois de juin comme, non pas une possibilité de baisse de taux, mais expliqué qu'on aura pas mal de données supplémentaires d'ici le mois de juin. C'est une manière d'envoyer un message probablement au marché, sachant également que on sait que ce qui retient la BCE sur les baisses de taux jusqu'à présent, c'est surtout la question des salaires. Les salaires, on rappelle qu'ils progressent toujours à un rythme de 4,5% en rythme annuel en zone euro. Et donc la BCE attend les prochaines données sur les salaires, notamment un rapport qui arrive tous les 3 mois, le dernier ayant été publié en février. Eh bien, le prochain sera donc connu au mois de mai. Et donc très probablement que ces données sur les salaires seront préalables et seront nécessaires pour la BCE pour évaluer l'opportunité de baisser les taux le mois suivant. Pourquoi d'ailleurs les salaires, c'est un sujet pour la Banque Centrale Européenne? C'est un peu comme pour la Fed également. C'est un sujet qui concerne justement la pression sur les prix qui pourrait venir, ou qui est entretenue en tout cas, pas qui est stimulée, mais qui est entretenue par des salaires qui progressent toujours à un rythme nettement supérieur au rythme qu'on avait par exemple avant la crise Covid. Et même si l'inflation a fait déjà beaucoup de progrès vers l'objectif, eh bien il faut aussi que le marché de l'emploi, non pas qu'il soit beaucoup plus détendu, c'est un marché d'emploi qui est quand même toujours assez tendu, mais qui a quand même montré des signes un petit peu de détente en Europe et un petit peu aussi aux États-Unis, on va en reparler. Mais c'est beaucoup la question des salaires, parce que si effectivement les salaires progressent toujours entre 4 et 5%, ce n'est pas forcément le meilleur environnement pour favoriser un retour des prix à 2%, parce que ça veut dire que le pouvoir d'achat, notamment si l'inflation a baissé et que les salaires progressent toujours à des rythmes de plus de 4%, eh bien vous avez une reprise du pouvoir d'achat, en fait, une réaccélération du pouvoir d'achat. Et donc, ce qui dit pouvoir d'achat dit aussi capacité pour les entreprises à un moment donné à ne pas ralentir trop fortement les hausses de prix. Et donc, c'est ça qui freine ou qui risque de freiner le retour de l'inflation, notamment de l'inflation sous-jacente, hors alimentation, hors énergie, vers l'objectif de 2%. Donc, Christine Lagarde a clairement ouvert la porte à une baisse de taux en juin. On a également eu aujourd'hui des sources Reuters, donc proches de la BCE, qui indiquent également, qui vont dans ce sens-là, qui indiquent une majorité importante au sein de la Banque Centrale Européenne considère qu'une baisse de taux effectivement peut intervenir en juin, pouvant être suivie également d'une nouvelle baisse de taux en juillet, et que les membres de la BCE qui seraient favorables à une baisse de taux plus tôt au mois d'avril, c'est un plus petit groupe, donc un moins représentatif. Donc voilà, tous ces éléments-là oriente le marché vers une première baisse en juin, et ce qui ne serait pas incompatible d'ailleurs avec le mois où nous verrions la Fed également baisser les taux. On rappelle que la BCE n'aura pas de réunion au mois de mai. Il y aura une réunion en avril, une autre réunion en juin, mais pas de réunion au mois de mai. Or, on sait que historiquement, la BCE a toujours baissé ses taux après la Fed. Or, si la BCE baisse bien ses taux au mois de juin, la réunion de la BCE intervient avant la réunion de la Fed. Donc il se peut qu'à quelques jours d'intervalle, la BCE baisse ses prix et quelques jours plus tard, donc à mi-juin, que la Fed fasse de même. Donc c'est Voilà, un calendrier qui semble se préciser pour les baisses de taux. Du côté de la Fed, on n'a pas eu de réunion de la Fed, mais on a eu l'intervention de Jérôme Powell cette semaine sur 2 jours, donc devant une des commissions du Congrès américain. Jérôme Powell qui n'a pas donné beaucoup plus d'éléments différents en tout cas de ce que l'on connaissait concernant l'économie américaine, cette résilience économique, ce marché de l'emploi toujours tendu, mais qui s'étendait quand même un petit peu, avec des pressions inflationnistes qui étaient quand même sur le bon chemin pour revenir à 2%. Il a simplement rappelé un peu cette notion de patience, indiquant
indiquant que la Fed devait avoir un peu plus confiance dans l'atteinte de l'objectif à 2% avant de bouger ses taux, même s'il a rappelé un peu comme Christine Lagarde que la Fed n'attendra pas d'être à 2% pour baisser les taux, ça c'est assez logique, ça on s'en doutait un petit peu, mais simplement il rappelle un peu cette notion de patience, indiquant toutefois que c'était pas encore forcément une trop longue période. Alors il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est pas une patience longue en fait, il dit encore un peu de patience, il dit il nous manque encore quelques petites données, little data pour reprendre ces termes, little data avant de basculer sur la décision des baisses de taux, donc à obtenir quelques données encore, ça peut être fait effectivement sur quelques mois, donc c'est tout à fait compatible avec l'idée là aussi d'une baisse de taux à la fin du deuxième trimestre. Nous sommes que début du mois de mars, donc toutes les données du mois de mars qui vont arriver, puis avril, puis mai, voilà, c'est quelques petites données, normalement sur 3 mois on est censé avoir ces quelques petites données, donc ça match assez bien avec cette idée du mois de juin également pour la Fed pour baisser ses taux. En revanche, que moi j'ai retenu de cette intervention devant le Congrès américain, enfin devant une des commissions du Congrès, c'est moins les questions d'ordre monétaire ou économique, c'est beaucoup plus les questions assez nombreuses des sénateurs américains. Donc, le principe de cette commission, c'est que les sénateurs posent des questions, à la fois des sénateurs républicains et démocrates, posent des questions au président de la Fed sur différents sujets. Et cette fois-ci, je trouve qu'il y a une densité importante de questions concernant les banques régionales et concernant notamment leur exposition à l'immobilier commercial. Et ça, on voit que c'est un sujet qui est quand même récurrent depuis quelques mois. Et là, ça a été formulé, vous voyez, de manière assez dense, en nombre de questions posées à Jérôme Powell. Ça a été un sujet assez récurrent en tout cas sur ces derniers 2 jours en tout cas où Jérôme Powell s'est exprimé. Et au même moment où ces discussion avait lieu, eh bien, on a vu un nouvel épisode de stress sur une banque régionale qui s'appelle New York Community Bank Corp, qui a dévissé de plus de 40% en l'espace de quelques heures, avant de publier un communiqué indiquant qu'un groupe d'investisseurs avait apporté de l'argent frais, un peu plus de 1 milliard de liquidités pour soutenir la banque tout simplement, que ça donnait lieu donc à des changements de directeurs, notamment un changement de président-directeur général, que ce consortium d'ailleurs d'investisseurs était mené par Steve Mnuchin, qui est l'ancien secrétaire au Trésor américain sous le mandat de Trump. Et donc, ce qui est assez étonnant en tout cas, vous voyez, c'est qu'au moment où les sénateurs, enfin pas ce qui est assez étonnant, mais ce qui nous rappelle que la question de l'immobilier commercial est une question qui va être présente encore plusieurs années aux États-Unis et probablement peut-être aussi en Europe, vous voyez, c'est ce rappel, à la fois parce qu'il s'est passé sur cette banque régionale qui était en difficulté et de l'aide a été apportée. Ça fait un petit peu écho, avec moins de problèmes pour les marchés, mais ça fait un peu écho à ce qu'on avait déjà eu en premier trimestre 2023 avec la faillite de SVB. Oui, donc on voit comme ça des répliques de temps en temps à ce stress-là. Et donc, en tout cas, ça questionne, ça interpelle quand même les sénateurs américains qui ont pas mal cuisiné Jérôme Powell et qui lui-même a répondu que c'était effectivement qu'il y aurait des pertes dans ce secteur, que c'est un secteur qui mettra du temps à être un peu normalisé, que d'ailleurs la Fed était en contact régulier avec les banques du secteur pour voir en gros lesquelles avaient des difficultés. Donc, c'est quand même un sujet qui n'est pas anodin, c'est peut-être même probablement pour la Fed un des sujets, en tout cas d'un point de vue systémique, un des sujets les plus importants qu'elle a traité, peut-être plus important d'ailleurs que ce qui reste encore à gérer par rapport à l'inflation. Et évidemment que la politique de taux joue par rapport à ça. Des taux toujours élevés avec une politique restrictive, ce n'est pas le meilleur environnement pour le secteur de l'immobilier commercial, donc pour les financements, donc pour les banques, voyez. Donc c'est sûr qu'une politique monétaire qui va s'assouplir ensuite progressivement, ça apportera une petite bouffée d'oxygène au secteur, mais vous voyez, tous les sujets sont quand même assez mêlés aux États-Unis notamment. L'autre actu de la semaine, c'est ces records successifs sur plusieurs titres. Le plus en vue d'entre eux, c'est Nvidia aux États-Unis, qui monopolise toujours l'attention des investisseurs parce que la trajectoire des cours est absolument verticale. Au moment où on enregistre ce podcast, la valorisation boursière de Nvidia, c'est 2420 milliards de dollars. Donc c'est la 3e boîte la plus chère sur les marchés américains, seulement devancé par Apple, qui est à peine plus cher de 2650 milliards à peu près, qui est à 2650 milliards, donc simplement 200 milliards de plus à peu près que Nvidia, et puis ensuite à plus de 3000 milliards, c'est la seule, c'est Microsoft. Et donc cette accélération fulgurante des valorisations posée en question, parce qu'on voit que c'est un thème qui tire
le secteur, hein, tout ce qui est semi-conducteur, pas seulement Nvidia. Et donc, on a à un moment donné l'impression que cet aspect un peu monothème qui tire toute la cote, même des valeurs qui parfois sont un peu éloignées de ce secteur-là, eh bien, ça présente certains aspects de... Hein, quand il y a un seul thème comme ça qui imprime une cadence et qui est un peu joué par tout le monde, ça rappelle un peu certains souvenirs de la bulle Internet, à moindre échelle évidemment. Ça rappelle un peu certains souvenirs aussi de la période un peu post-Covid que nous avions connue avec comme ça des thèmes comme ça qui étaient très très joués, ou à une époque Tesla aussi, un Tesla qui avait comme ça une allure complètement verticale avant de relâcher plus de 50% de ses cours de bourse dans les mois qui avaient suivi. Voilà, on a quand même cette impression assez partagée qu'il y a du surachat sur Nvidia, pas seulement sur Nvidia, mais quand même sur Nvidia, et qu'à un moment donné, ça va devoir appeler de la consolidation. Et donc, on peut s'interroger d'ailleurs, pourquoi finalement Jérôme Powell n'a, même si ce n'est pas son rôle de parler des marchés actions, mais le problème, c'est que quand on ignore ou on feint d'ignorer que certains excès peuvent se produire sur les marchés, notamment les marchés actions, on s'expose aussi à un moment donné quand il n'y a pas de garde-fou finalement au sentiment de marché. Quand le marché est absorbé par les questions de baisse de taux, que ça continue de le tirer à la hausse, que l'économie américaine est résiliente, que les résultats des semi-conducteurs ont été plutôt bons cette saison, et bien que le marché ne voit finalement que le verre à moitié plein et en permanence, en occultant le fait que la politique monétaire restrictive, même si on commence à baisser les taux en juin, va quand même avoir un effet, un peu de ralentissement à un moment donné, c'est assez inévitable sur l'économie américaine, et que pour autant, ça ne veut pas dire que les taux vont baisser de manière hyper cadencée aux États-Unis. On peut avoir une baisse, voire deux baisses de taux dans le premier temps, sans que ce soit un assouplissement dramatique de la politique monétaire. Donc ça, il semble que le marché fasse un peu fi de ça, de ces questions, un peu de ralentissement à venir. Et donc, est-ce que les multiples qu'on a actuellement sur les marchés américains, le SP500, il se paye plus de 25 fois les bénéfices. On a rarement vu ça dans l'histoire du SP500. On a connu ça dans l'épisode post-Covid, justement, qui était un épisode complètement excessif. On a connu ça lors de la crise de la bulle Internet également. Mais vous voyez, c'est quand même à de rares occasions qu'on a vu un SP500 valorisé aussi cher. Et dans une phase où là, en revanche, on a des taux qui ne sont pas négatifs, on a de la liquidité qui est moindre, les bilans de banque centrale continuent à diminuer, les taux, même s'ils sont abaissés, ce ne sera que dans 3 mois, presque 4 mois, et puis de manière légère dans un premier temps. On ne va pas baisser les taux de 50 points de base d'un coup, à plusieurs reprises, contrairement aux hausses de taux qui étaient, elles, intervenues à des niveaux même de 75 points de base d'un coup. Là, ça va être des baisses de taux assez progressives, très probablement. Donc vous voyez, ça va être un peu occulté par le marché qui, pour l'instant, ne voit que l'aspect positif, des baisses de taux à venir, des résultats qui restent encore à peu près bons, une économie américaine qui est résiliente, et finalement, on continue d'acheter ça, on empile, et puis ça fait gonfler les multiples de valorisation. Et quand il y a un peu trop de linéarité comme ça dans les marchés, c'est comme le terrain propice à la formation d'excès, à la formation de petites bulles, pas forcément une grosse mais une petite. Donc, ce serait quand même, moi je trouve, le rôle un peu des banquiers centraux d'expliquer qu'à un moment donné, il faut quand même tenir compte de certains critères, paramètres de valorisation, de niveau des taux. Voilà, encore une fois, si les banquiers centraux interviennent quand les marchés chutent de 20 ou 30% pour faire des annonces. Il n'y a pas de raison que lorsque les marchés, je prends le cas du Nasdaq qui a pris 30% en ligne droite en l'espace de quelques mois, il n'y a pas de raison qu'il y ait une espèce d'asymétrie quand les marchés sont excessifs, même si ce n'est pas le mandat direct des banques centrales. Si ces banques centrales interviennent quand les marchés se comportent mal parce qu'il y a un risque économique, un risque de stress financier qui a des conséquences économiques ensuite, eh bien on peut avoir le même cas de figure dans l'autre sens, des excès de valorisation qui génèrent à un moment donné un risque a posteriori pour la stabilité financière, parce que si ça décroche d'un coup, si on a trop valorisé les choses et qu'à un moment donné, on a sous-estimé une forme de risque ou de ralentissement économique, eh bien c'est là que les corrections sévères interviennent, avec ensuite des risques de contamination, de contagion à l'économie. Donc selon moi, il y a quand même un petit rôle de la part des banquiers centraux dans cette attitude un peu excessive des marchés actions en ce moment. Le rapport sur l'emploi en cette fin de semaine, qu'est-ce qu'il nous a montré? Qu'il est toujours plutôt solide, mais là aussi les marchés, en tout cas dans les premières minutes qui ont suivi, l'ont plutôt bien pris. Pourquoi? Parce que les créations d'emplois restent toujours assez solides, 275 000, c'est important, mais comme le chiffre du mois précédent, un peu de 350 000, a été révisé dans la zone des 220 000, ça calme un petit peu le sentiment, donc on n'a pas non plus l'impression que le marché de l'emploi est complètement hors de contrôle et complètement saturé et hyper tendu. C'est des chiffres qui sont plus proches de 200 000 désormais, avec un taux de chômage qui est un peu remonté de 3,7 à 3,9, donc ça plaît par rapport encore une fois aux baisses de taux. On voit que les taux américains après ce rapport ont un petit peu baissé, parce qu'on se dit, voilà, le taux de chômage qui monte un peu, c'est aussi le signe que le marché d'emploi se détend un petit peu. Et puis, on voit que les salaires aussi, la progression des salaires était un peu moins forte. On était à 4,5 le mois d'avant. Ce mois d'avant était révisé à 4,4, donc un petit peu moins. Et là, le chiffre actuel, c'est 4,3. Donc voilà, on a aussi ce petit ralentissement, on va dire, de la progression des salaires. Et donc, le rapport a bien plu dans un premier temps. Mais vous voyez,
Encore une fois, c'est un argument de plus pour ceux qui voudraient pousser les cours plus haut en disant, ben regardez, ce rapport, finalement, il montre que le marché de l'emploi ne se tend pas plus que ça. On a même des petits signes de petits rebonds du taux de chômage. Donc voilà, ça appelle à des baisses de taux, effectivement, au deuxième trimestre. Donc c'est bullish. Sauf que ce sentiment favorable, on l'a déjà depuis plusieurs mois. Et que ce qui a déjà été pricé il y a quelques mois, c'était déjà aussi l'anticipation de ça. Et donc à un moment donné, pourquoi continuer à payer quelque chose qui était déjà un petit peu anticipé, notamment par rapport à ces baisses de taux, où on rappelle quand même qu'au départ, l'anticipation était de 6 baisses de taux, que ça avait été révisé ensuite à 3 baisses de taux, vous voyez, et que le marché est resté linéaire dans cette phase-là, et donc continue à grimper vous voyez, de manière non nuancée à chaque statistique ou chaque déclaration. Quand il y a trop de linéarité et pas assez de nuances dans les marchés, eh bien, ça favorise l'émergence d'exagération, l'émergence un peu d'exubérance, et ça, c'est jamais très bon quand ça doit dégonfler d'un coup, donc mieux vaut que ça dégonfle de manière progressive, sous forme de consolidation, où il y a quelques respirations de temps en temps, que quelque chose qui est totalement vertical et linéaire, et qui, dans l'histoire, n'a jamais produit, en général, quand ça atterrit, de bons résultats. Voilà pour ce constat sur le marché du travail. Et puis aussi des nouvelles de la Banque du Japon cette semaine. La Banque du Japon qui change progressivement de ton. Hein, on l'a bien compris cette semaine, avec plusieurs déclarations de membres de la Banque du Japon qui ouvrent la porte très clairement à un ajustement à la première hausse de taux depuis 2007. Hein, rendez-vous compte, les taux étaient négatifs depuis un petit bout de temps, à moins 0,1%, alors que partout ailleurs, en Europe, aux États-Unis, on a des fourchettes de taux aux États-Unis à plus de 5%, en Europe à 4%. Et bien là, au Japon, on est toujours à moins 0,1% pour le taux principal. Et donc, quand on dit que la Banque du Japon va probablement ajuster ses taux là au mois de mars, c'est pas petite progression, on va peut-être passer de moins 0,1 à peut-être 0% ou à plus 0,1, vous voyez, donc c'est quand même un ajustement mineur, mais c'est quand même une petite révolution, hein. Pas de hausse de taux, ou en tout cas première hausse de taux, pardon, depuis 2007, c'est quand même un petit événement, avec aussi peut-être un abandon du contrôle de la courbe de taux. Sans rentrer dans le jargon, ça veut dire que la courbe de taux et le contrôle de la courbe de taux était une espèce d'instrument utilisé par la Banque du Japon pour éviter que ces taux souverains ne montent trop haut. Et bien, si on décide d'abandonner ce contrôle de la courbe de taux, c'est-à-dire qu'on laisse un peu plus fluctuer les taux souverains, et donc, eh bien, ça peut aussi renchérir un petit peu le coût de la dette, mais il y a de l'inflation au Japon quand même. Hein. C'est un pays qui était longtemps en déflation, stagflation. Et là, on a quand même une inflation qui était montée à plus de 4% en 2023. On est redescendu à 2,2. Mais il y a des négociations salariales quand même au Japon, hein, qui sont très revendicatrices en termes de hausse de salaire. Donc voilà, on sent quand même que les autorités japonaises et la Banque du Japon veulent ajuster un tout petit peu comme sa politique monétaire par rapport à cette nouvelle donne d'inflation et de progression de salaire au Japon. Voilà pour ce que l'on pouvait dire. Et juste pour terminer cette partie, après on fera en quelques secondes le programme pour la semaine prochaine. Quelques bonnes nouvelles en provenance de Chine. Ça faisait longtemps. La Chine qui a eu une bonne balance commerciale, hein, les bons chiffres publiés, une belle progression des exportations à plus de 7%. Bons chiffres également des importations qui rebondissent de plus de 3%. Donc, et ce qui génère donc un excédent commercial record pour la Chine. Donc ça, c'est enfin une rare bonne nouvelle pour la Chine qu'on a eu ces derniers mois. Et puis, même chose pour l'Allemagne, qui a également connu un excédent commercial record, après là aussi un fort rebond des exportations et un rebond également des importations. Et donc, il faut y voir peut-être un lien entre les deux d'ailleurs. Hein. On sait qu'il y a un lien fort commercial entre la Chine et l'Allemagne. Donc, vous voyez, ces deux balances commerciales qui s'améliorent subitement. Voilà, ça, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles d'un point de vue de la demande intérieure et aussi pour l'aspect un peu moteur économique que sont les exportations pour ces deux pays. Donc, un peu d'embellie, ça ne fait pas de mal pour ces deux pays. On termine rapidement par la semaine prochaine, une semaine qui, enfin, va être plutôt calme. Jusqu'à présent, il y a des semaines bien chargées. Semaine prochaine, assez calme. Lundi, pas grand-chose. Mardi, on aura l'inflation aux États-Unis. Ce sera sûrement un des rendez-vous les plus importants de la semaine. L'inflation américaine, alors c'est pas celle qui est très surveillée par la Fed. Hein. Là, ce sera l'inflation CPI qu'on aura mardi. Celle que la Fed surveille beaucoup, c'est l'inflation PCE. Mais bon, hein, toujours un repère d'inflation quand même que les marchés vont surveiller. Donc ce sera mardi à 14h30. On aura également une adjudication du Trésor américain sur les obligations plutôt moyen-long terme à 10 ans. C'est toujours un rendez-vous pour voir l'appétit des investisseurs étrangers par rapport à la dette américaine. Mercredi, ce sera les chiffres du PIB britannique. On aura également une nouvelle adjudication aux États-Unis de dette donc, hein, à 30 ans. Donc là aussi un rendez-vous pour les investisseurs pour voir cet appétit pour la dette américaine. Quelques chiffres sur la production industrielle mercredi pour la zone euro. Jeudi, ce seront les prix à la production. Là aussi, toujours un indice de prix à surveiller aux États-Unis. Et puis on finira tranquillement la semaine par l'évolution du prix des maisons en Chine. Important à regarder par rapport au secteur immobilier qui est en souffrance depuis des années. On aura également l'analyse de confiance des consommateurs américains mesurée par l'Université du Michigan. Et on aura également des chiffres sur la production industrielle américaine. Donc une semaine pas très chargée, mais justement attention à ça,
qui peut être un piège. Parfois, on attend beaucoup de mouvements sur les marchés quand les semaines sont très chargées. Semaine prochaine, un peu moins chargée. Est-ce que finalement les marchés vont créer un peu la surprise à ce moment-là? Gros point d'interrogation, mais avec quand même une petite estimation que la semaine prochaine pourrait être peut-être un peu plus agitée qu'on ne le pense malgré ce calendrier relativement léger. Très bon week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.